Bonjour à tous, je crois que nous allons pouvoir commencer. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Julien Plé. Alors moi je m'appelle Stéphane Goudot, ça peut être intéressant quand même de le préciser. Je suis architecte dans la division développeur, plateforme, écosystème, donc spécialisé sur le cloud. Et on va vous parler de cloud effectivement, mais sous l'angle data. Et pour parler de la cloud OS Data Platform, il nous a paru intéressant de vous faire profiter de l'expérience, du retour terrain d'un de nos partenaires et clients, la société Talonsoft. Donc, Julien vient représenter aujourd'hui pour nous dire ce qu'ils font aujourd'hui sur la base de l'offre Azure et en particulier de Azure SQL Database. Alors, bonjour à tous, alors je m'appelle Julien Play, je suis responsable études et développement chez Talonsoft. Donc mon département est en charge du développement des produits de la société Talonsoft. Donc aujourd'hui je vais vous présenter. Excuse-moi, oui, juste on peut remercier nos sponsors, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà, enfin en tout cas pour vous présenter cette session plus exactement. Et donc, Julien et moi, en fait, on va vous faire conscience, peut-être que vous le savez déjà, des raisons qui peuvent vous porter sur tel ou tel choix. Aujourd'hui, ce matin, ceux qui étaient en plénière ont vu que l'offre SQL dans Azure, elle peut se décliner de différentes façons. Donc il y avait ce qu'on connaissait déjà qui était le SQL Server à demeure. Il y a ce qu'on a proposé tout de suite dès la sortie d'Azure qui était Windows Azure SQL Database, donc le mode pass du service, celui que va nous présenter Julien. Et puis, depuis la General Availability de l'offre des services d'infrastructure, IaaS Azure, il y a des nouveaux scénarios qui sont arrivés. On voit de plus en plus, notamment sur la partie DevTest, la possibilité de provisionner à la volée du SQL Server. Et plus récemment, on a proposé également un nouveau service dont Julien nous dira également deux mots. Donc, on s'est réparti les rôles. Julien va vous parler d'Azure SQL Database et puis moi, je vous parlerai de SQL Server en IaaS. Donc, Julien, c'est à toi. Ok. Donc voilà un peu l'agenda de ce que je vais vous présenter. Tout d'abord, je vais vous expliquer le contexte de Talonsoft. Ensuite, on va parler de pourquoi nous avons choisi Azure SQL Database. Ensuite, de l'Azure Throttling. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ira un peu en détail dans ce que c'est. Et comment on peut le gérer facilement sur Azure SQL Database. Et puis on verra deux manières de faire du scale-up et du scale-out. Scale-up avec SQL Database Premium et scale-out avec Azure Fédération. Donc pour commencer sur le contexte Talonsoft, Hello Talent, c'est le dernier produit qu'on est en train de développer, qui est actuellement en bêta, qui va sortir en version officielle d'ici 2 semaines. C'est un produit qui se veut être un agrégateur de données sociales. En fait, il se connecte aux réseaux sociaux, donc Vidéo, LinkedIn et Facebook pour les plus connus en France. Et il vous permet de créer des communautés. Donc vous allez créer des communautés pour faire votre recrutement dans votre société, ou des communautés pour, par exemple, créer un groupe de musique. Et vous allez aller chercher des gens sur les réseaux sociaux, partager cela avec votre communauté d'utilisateurs, et dire tiens, celui-là il est bien, on va le recruter, etc., etc. Je passe assez rapidement sur le contexte fonctionnel, ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui. Par contre, je vais vous présenter ce qui nous a poussé à aller vers SQL Database. Donc ce qu'on veut déjà pour ce produit, c'est être hébergé sur l'ensemble du globe. Donc forcément, nous on utilisait déjà Azure pour notre premier produit, celui qui s'appelle Talonsoft, comme la société. Tout de suite, notre choix s'est porté vers SQL Database parce qu'on a des serveurs déjà aux États-Unis, puisqu'on ouvre d'abord aux États-Unis et on commence à ouvrir nos serveurs en Europe, et on en mettra en Asie. Donc voilà, c'est directement disponible. Aussi pour la haute disponibilité, donc il faut savoir qu'il y a une disponibilité de 99,9% de garantie. Donc comment ça fonctionne? Les données sont automatiquement répliquées 3 fois. C'est le petit schéma qui vous le montre. Comment ça se passe? Quand vous y accédez, vous avez la sensation de n'accéder qu'à un seul serveur de base de données, en tant que client du serveur, je veux dire. Et par contre, derrière, vous avez un hébergement répliqué sur différentes machines physiques. Donc une grande sécurité, une grande fiabilité des serveurs de données. Et puis du coup, comme je vous disais, des outils et technologies de développement connus, maîtrisés, puisque ça fait pas mal de temps qu'on utilise ça chez Talonsoft. Voici donc pour chacun, en fait. quelques outils qui permettent d'accéder à la plateforme Azure en tant que développeur. On y voit tout d'abord PowerShell, puis Visual Studio et SQL Server Management Studio.
qu'on aura l'occasion d'utiliser tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler du throttling. Donc, le throttling, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, quand votre machine SQL Database est sous, pour l'exemple en question, et manque de ressources, eh ben, le serveur va throttler le client qui demande trop de ressources. En fait, il va lui dire « Désolé, je ne peux pas te servir pour le moment, il faut repasser plus tard ». Et on va voir après comment il le dit. Donc là, excuse-moi de t'interrompre, c'est le mécanisme qu'on a mis en place pour garantir qu'à un instant T, sur un service de base de données mutualisé, on avait toujours la capacité à répondre, même si Voilà. la même instance de serveur pouvait être utilisée pour servir des requêtes venant d'une autre source. Donc on a ce mécanisme de bascule qui a été mis de base dans le système D'accord. SQL Database. Parce que ça va en fait sur les instances mutualisées sur lesquelles vous êtes sur Azure, vous les partagez avec d'autres clients. C'est une infrastructure multitenante. Il y a d'autres clients que vous ne voyez pas sur le même serveur que vous, qui peuvent demander plus de ressources que vous. Vous pouvez vous-même demander plus de ressources et du coup être throttlé. Il faut que le serveur puisse répondre et ne pas tomber à la première surcharge. Donc on a deux types de throttling. Le soft throttling, moi je demande 30% des ressources du serveur. Vous arrivez dessus, vous demandez 70% des ressources du serveur, vous allez être throttlé. Vous demandez trop. Vous demandez d'attendre un moment avant de pouvoir avoir tout ce dont vous avez besoin. Et le hard throttling, c'est la machine qui est vraiment n'en peut plus. Et là, elle va commencer à throttler des tenantes un peu aléatoirement. Malheureusement, là, c'est un peu moins prédictible. Chez Talentsoft, on n'a jamais eu l'occasion d'être confronté à ce cas. Donc on a juste eu du soft throttling. C'est nous qui demandions beaucoup de ressources et on nous disait attendre un petit peu. Du coup, je vais vous montrer ensuite comment on l'a géré. Il faut savoir aussi que sur Windows Azure, on a différents services avec du throttling. Donc la database, on va voir. Le service de cache, le service bus et le service de storage. Voilà, donc je pense que c'est la démo qui arrive. Donc effectivement, oui, ce qu'il faut retenir, c'est que la notion de throttling, elle a été implémentée dans Azure, mais elle est spécifique au cloud en fait. Dès lors que vous allez utiliser des services mutualisés, il faut qu'il y ait des moyens de garantir le fait que si l'instance du serveur sur lequel vous êtes, s'il ne répond pas, il faut pouvoir basculer sur l'instance qui répond. Ah oui. Et donc, en fait, l'erreur qui se produit vous donne le code 40501 et vous dit que le service est currently busy. We try the request after 10 seconds. C'est l'erreur typique qu'on a à chaque fois qu'on a un problème de throttling, justement. Et c'est cette erreur qu'on va gérer dans la démo que je vais vous montrer. le switch. Hop. On va d'abord se connecter à... à la plateforme Azure, sur laquelle je vais vous montrer qu'on accède au serveur que j'aurais préparé pour la session. Et je vais vous montrer comment on va simuler le throttling. Alors malheureusement, pour ceux qui s'attendent à avoir un serveur Azure tombé, c'est pas ce qu'on va faire. Moi, j'avais suggéré de faire un load test sur la Azure SQL Database. Effectivement, de sorte qu'on aurait pu provoquer volontairement l'erreur de throttling, mais Julien a un meilleur fond que moi, il m'a dit non, c'est pas une bonne idée. En fait, on avait envie de rester client SQL Azure, donc on peut se faire bannir aussi vite. Ouais. Alors sachant, j'en profite pendant que ça charge, on a la possibilité de demander l'autorisation à Microsoft d'organiser des tests de charge. Hein. C'est des choses qui sont possibles. Bon là, si on l'avait fait juste dans le cadre de la démo sans prévenir personne, il nous aurait considéré comme un attaquant et on n'aurait pas tenu longtemps On effectivement. n'aurait peut-être pas pu finir la démo. Ouais. Donc je suis allé un peu vite, on a ouvert la base Bus Transient. Sur cette base, on a deux tables, DBO Applicant et DBO Community. Ça reprend un peu ce qu'on a sur le scope fonctionnel sur Hello Talent. Bien sûr, j'ai juste créé une petite base pour l'occasion. Et j'ai juste ajouté une procédure stockée Get Applicants, qu'on va voir tout de suite, qui se contente en fait de prendre les secondes de l'heure courante et qui fait un modulo 2 dessus. Donc si on est sur des secondes paires, elle va nous retourner l'erreur 40501, donc l'erreur qui nous donne le message vous êtes en train d'avoir du throttling. Et du coup, c'est ça qu'on va gérer. Dans les autres cas, on va sortir le premier applicant de la base applicante. Pour le tenant, en fait, on verra plus tard, on parlera d'architecture multitenante en database. Le tenant, chez nous, c'est la communauté. Donc on va prendre Visual Studio. Je vais donc juste vous montrer que ça plante et qu'il va falloir gérer le throttling.
Dites-moi quand j'aurai mis Visual Studio si vous avez des difficultés à voir le code, je mettrai une loupe. Je vois que vous avez des écrans, ça suffira peut-être. Est-ce que c'est assez grand ou est-ce que je mets une loupe? C'est bon pour tout le monde? Ok. Voilà, vous allez voir un peu de C# du coup. Hop, bah, je vais remettre ma petite solution. Est-ce que j'ai la place? Ok, donc j'ai juste, je fais ma connection string et là on va faire de la do.net pour espérer avoir l'exception de throttling. Donc on ouvre une nouvelle connexion, on fait une commande de type stored procedure bien sûr, on appelle getApplicants, on lui passe en paramètre le tenant ID qui est la community ID ici. On ouvre la connexion et on va faire 20 retries de cette requête SQL. Et puis on va afficher l'applicant qui ressort, puisqu'on avait vu que c'était un top 1 dessus, et le query number. Et puis dans le cas où ça se passe mal, on a une exception. Donc là, première exécution, effet démo, ça ne plante pas. Voilà, là ça a planté à la deuxième requête. Donc j'ai perdu mon exécution. Je ne ferai pas les requêtes suivantes. Donc on peut considérer que dans un cas plus réel, on aurait plusieurs requêtes qui doivent s'exécuter. Là, je viens de péter ma stack, j'ai pas géré mon exception. Enfin, à part que j'ai dit log et puis salut. Et du coup, j'ai mon exécution qui est terminée. Donc comment on peut gérer ça quand on est éditeur logiciel, qu'on est confronté à ce genre de problème du serveur? C'est pour le coup très simple. C'est pas une des problématiques les plus difficiles, on est beaucoup aidé par Microsoft là-dessus. Puisqu'on a un application block des Enterprise Practices, Enterprise Library, qui permettent de faire ça directement, donc de gérer le transient fault handling assez simplement. Donc on va juste ouvrir cette petite solution pour voir comment ça a été fait. Et au-delà de Enterprise Library, c'est même intégré dans la dernière version d'Entity Framework aussi. Oui, Entity Framework 6 avec Resilient Connection. Ok, donc là on en revient toujours à un programme très simple. Je prends ma connection string. Par contre, qu'est-ce que je fais? L'opposé de tout à l'heure, je définis une stratégie de retry. Donc là, c'est une stratégie qui est fournie directement dans la lib. Pixel interval, je suis allé un peu vite. La lib, en fait, on voit qu'elle est ajoutée ici. Transient fault handling pour celle qui nous intéresse là. J'utilise la stratégie donc, qui est dans cette lib. Je set mon manager de retry. Je crée ma policy de retry à laquelle je vais mettre ma stratégie. Et je lui dis aussi tout de suite que quand j'ai une exception, je veux tout de suite relancer la requête. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est là, on a un événement qu'on peut implémenter qui nous permet de loguer en fait quand on a une erreur de transient, parce que bien sûr, vous voudrez la loader en production. Donc là, on va juste la write line dans la console. Et puis du coup, on est parti comme tout à l'heure. Donc là, on a deux solutions. Soit on fait une reliable SQL connection. Moi, j'ai choisi de faire une SQL connection et de l'open with retry. Donc on va tout de suite lui passer notre policy qui va faire 3 essais si jamais on plante à la connexion. Là, ce ne sera pas le cas parce que vous avez vu qu'on est en throttle juste dans l'implémentation de la procédure stockée. Et on va faire 20 requêtes comme tout à l'heure. Donc nos 20 SQL commandes. Sauf que cette fois-ci, quand elles vont pas passer, on va réessayer pour qu'elles passent. Hop. Alors, le programme va réessayer. Donc voilà, encore une fois, tout s'est bien passé. Et là, tout de suite, ça plante. Donc on a vu première ligne qui plante, tout de suite j'ai un retry, et ensuite ça refonctionne. Parce que mon troisième essai a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis un peu arrangé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on était sur des nombres pairs. Là, je le fais 3 secondes plus tard, donc j'ai une plus grande probabilité que ça passe directement. Après, on voit qu'à la 8e, ça a replanté, et on a fait un retry, ça a refonctionné, et on a fait finalement nos 20 requêtes. Donc voilà, on a géré simplement la transient fault. Et donc ce framework, on peut l'utiliser indépendamment d'Azure SQL Database pour les autres services que tu évoquais? Ouais, c'est aussi built-in, on a tout dedans. Et d'ailleurs, il pourrait être utilisé indépendamment de services Azure, en fait, puisqu'on peut être confronté à cette problématique de disparition d'une ressource et tentative de... C'est un bon exemple, même si on ne l'utilise pas directement, on consomme d'autres serveurs tiers, on reprend les implémentations qui ont été faites. Je ne vais peut-être pas décompiler le code maintenant, parce que je ne pense pas que ce soit le public qui est intéressé, mais il y a des bons patterns d'implémentation, tout ça. Je re-switch sur... Oui. Donc ça, effectivement,
on a eu beaucoup de clients qui ont fait le choix d'Azure SQL Database et qui ont découvert, entre guillemets, par expérience, cette problématique du structuring. C'est bien de le savoir avant, parce qu'on peut très facilement l'anticiper et gérer ça très simplement dans son applicatif. Alors maintenant, je vais vous parler de ce que j'avais appelé tout à l'heure le scale-up sur Azure Database. Comme on l'a dit au début, comme si on est sur un service mutualisé, on ne peut pas garantir, sans ce service-là, qu'on aura les ressources nécessaires pour arriver à faire ce qu'on veut. D'où on était throttleé tout à l'heure. Là, Microsoft nous propose, donc c'est en preview encore actuellement, le service SQL Database Premium qui va garantir donc une performance minimale. Donc on a deux packages, le 1 et le 2, où on va avoir, parce que vous voyez sur le tableau, différentes performances garanties, le nombre de worker threads, d'active sessions, les disques I/O, la mémoire. Donc vous savez qu'au minimum vous avez ça, au mieux vous êtes mieux parce que vous profitez de ce que l'instance mutualisée peut vous offrir. En tout cas vous savez donc que vous avez ça de garantie. Donc, vous avez déjà deux packages, dont le deuxième est quand même assez puissant. Enfin, ça répond à pas mal de trucs, nous on aurait même besoin que du premier là actuellement pour ce qu'on fait chez Talentsoft. Et qui nous permettent de bien anticiper nos problèmes de performance. Et si jamais on a besoin de sortir, par contre, faudra peut-être revoir l'application, c'est qu'elle a des problèmes. A priori, c'est censé couvrir la majorité des cas. Maintenant, je vais vous parler un petit peu, faire une petite digression sur les architectures multitenantes pour revenir à notre implémentation de fédération pour Hello Talent. En fait, on a différentes façons d'organiser le multitenante sur les architectures de base de données. Donc celle-ci, c'est le schéma et la base partagée. Donc, vous avez en fait sur toutes les tables, ces deux tableaux représentent deux tables différentes. Sur chacune des tables, vous avez une colonne tenante ID, et puis les colonnes restantes de la table, donc tenante ID qui caractérise, on peut dire, le client, en l'occurrence chez nous, c'est la communauté. Ensuite, on a une base partagée et des schémas séparés. Donc voilà, les tenantes seront représentées par les schémas. Et on aura tout dans la même base. Et dernière architecture, les bases séparées. Celle-là, c'est celle qu'on utilise. Non, un petit peu. Celle-là, c'est celle qu'on utilise sur le produit Talentsoft originel. On est aussi sur du multitenant Azure. On a donc une instance de serveur de traitement et qui redirige vers chaque base de données de chaque client. Mais ce n'est pas celle qu'on a choisie pour Hello Talent parce qu'on est sur un autre modèle, en tout cas sur un autre business model. Et donc on revient à cette slide, on revient plutôt à l'architecture que je vous ai présentée, la toute première, base et schéma partagés, sauf qu'on va faire des découpages via les fédérations. Donc qu'est-ce que ça donne sur... je me rends compte que je suis allé un peu vite tout à l'heure, il faudrait que je revienne sur SQL Management Studio. Sur SQL Management Studio, en fait, on n'a accès qu'à une seule DB, la route DB, et on n'accède qu'un serveur de base de données. Malgré tout, vous avez en fait autant de bases de données réparties sur autant de machines physiques que vous avez de fédérations. Donc là, par exemple, on pourrait dire qu'on a 3 machines physiques avec les 3 fédérations. On a une séparation faite sur les tenants d'une distribution, ça s'appelle une distribution, où on va en gros dire que tenante ID 0 à 100 sont sur la fédération 1, et ainsi de suite. Dans la route DB, on va retrouver des tables partagées, et qu'on aura aussi en table de référence. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ce point dans les fédérations. En gros, on a des schémas qui sont partagés par tous nos tenantes et on a des schémas qui sont divisés par tenantes. Et là, je pense que c'est à nouveau démo. Donc, sachant que la notion de sharding, on peut la mettre en œuvre sur du SQL Server. L'intérêt de Azure SQL Fédération, c'est de simplifier en fait la mise en œuvre de ce sharding sur Azure SQL Database. C'est-à-dire qu'on est capable de faire plus facilement des choses qu'on saurait aussi faire sur SQL Server. Oui. Oui, le P2 c'est juste une option en fait. Vous prenez une option premium, vous allez payer plus cher, mais on vous garantit en fait un niveau de prédictibilité sur les capacités. C'est celles qui sont annoncées. Là où c'est vrai qu'avec Azure SQL Database, jusqu'à présent, on vous disait vous avez accès à un service mutualisé, on ne vous disait pas jusqu'où il pouvait monter, combien de transactions par seconde vous pouviez faire sur ce service mutualisé. Donc il y avait effectivement un flou sur la question. Chaque fois qu'on avait un éditeur logiciel qui venait expérimenter un peu les possibilités qu'offrait la plateforme, on faisait un test de charge, ce qui revient un peu
Ou même on voyait à partir de quand on était assez vite, à partir de quand on était throttlé, on avait situé à peu près où était la limite. Et il se trouve que le premium adresse à peu près ces seuils qu'on avait déjà identifiés, nous, par expérimentation. Ok. Je vais juste vous présenter, là j'ai ouvert SQL Server Management Studio. Donc comment ça se présente quand on accède à Azure. Donc, là je suis connecté au serveur qu'on voyait ici tout à l'heure, enfin, à la plateforme Azure qu'on voyait ici. Donc je retrouve, comme quand je me connecte à mon serveur local, ou en tout cas on-premise, je retrouve la même interface. Et on va voir que pour fédération, ça va être la même chose. Donc là, j'ai qu'une base, malgré tout, qui contient toutes mes fédérations. Je vais vous montrer rapidement le SQL qui m'a permis d'arriver à la démo. Donc une création de database classique, on ne sait pas encore que ça va être fédéré. Et ensuite, on commence à créer une fédération. Donc on donne un nom à la fédération, je vais l'appeler tenante community pour dire que la communauté serait le tenante. Et le nom de la distribution, donc à nouveau je répète community ID, du type entier. Ensuite, je dis que j'utilise ma route, donc la base que je vois ici, qui se présente comme une base de d'habitude. Et là, je commence tout de suite par faire un split. Donc pour la démo, je me dis je vais mettre 5 tenantes dans la première fédération et puis le reste du monde dans la fédération suivante. Ensuite, je veux créer ma table communauté, donc mes tenantes, forcément c'est une table commune, je la mets dans ma table route. Donc je prends à nouveau ma fédération route, je crée ma table. J'insère des données bidons, donc je mets Talentsoft en 1 et Microsoft en 8. Après, je prends ma fédération le premier tenant, sans faire attention aux tenantes, ça me fait arriver sur la première fédération. Donc là, comme j'ai fait le split avant, ce qu'il faudra juste penser, c'est à déployer le schéma sur les différentes fédérations. Si j'avais voulu le faire un peu plus intelligemment pour la démo, je créais ma base fédérée, ma table fédérée, pardon, et ensuite je faisais mon split. Du coup, je crée ma table applicante. Je ne mets pas de foreign key parce que je n'ai pas ma table de référence dans ma fédération. Ce n'est pas grave pour le moment. Filtering off, ça veut dire que je verrai tous les tenantes qui sont dans la base directement. C'est-à-dire que là, on s'est dit tenantes 0 à 5, on les met dans la fédération 1. Bah, du coup, on va voir, quand je vais faire des selects avec un filtering off, je vais voir les tenantes 1, 2, 3, 4. Si je mets filtering on et que je mets community ID 4, je verrai directement que les données correspondantes aux tenantes 4. C'est intéressant parce que si je mets filtering on, en fait, ça m'empêche de faire des where ou des jointures pour aller trouver que le tenant que je veux. C'est ça que je ferai dans mon code, comme ça je protège mes tenantes. Et qu'est-ce que je fais ici? J'utilise la première fédération, je mets Play Julien dedans, et je prends la fédération numéro 2, et dans la 8, donc celle Microsoft tout à l'heure, je mets Stéphane Goudot. Pour faire toujours on fait une petite démo de ce qu'on voit dans SQL Server Management, je peux accéder à mes fédérations ici, donc j'ai un petit répertoire en plus fédération que je n'ai pas sur mes on-premise. Là, on va regarder tout de suite mes fédérations member. Hop, donc on voit que j'en ai deux, donc du minimum à 5, mon découpage, et du 5 au maximum. Donc j'ai mes deux fédérations, puis après je peux me dire, bon allez, je vais me connecter à la première fédération. Ah bah non, j'ai pris la deuxième, en faisant 5 normalement. Du coup je fais, hop, je retrouve ma table, je fais un select. Donc là je suis en filtering off, donc si j'avais d'autres tenantes, je verrais mes tenantes, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure dans la petite aide. Et là je retrouve Stéphane, qui est dans le tenant 8, parce que je suis dans la deuxième fédération. Donc comment je gère ça au niveau code? Donc là je l'ai fait avec Entity Framework. Je vais essayer d'aller vite. Federated Entities, c'est le contexte qui va nous intéresser. Là on est sur du code first, ça veut dire que la base de données est créée avec le modèle C#. C'est ce qu'on utilise vraiment sur HelloTalent pour le moment. Donc je l'ai fait comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait juste sur l'instanciation du contexte? On lui passe la connection string comme d'habitude pour le passer à la base. On lui passe aussi le tenant ID. Et avec ce tenant ID, on va faire un use federation tenant community ID égale le tenant ID avec un filtering on, ce que je vous disais. Donc là, si jamais j'ai d'autres tenantes, je ne pourrais pas les accéder vu que j'ai bien fait mon filtrage. Et à chaque fois donc, que j'ouvre un contexte, j'exécute cette commande. Applicante et community sont deux modèles. Donc je vous montre rapidement community, ça permet de faire la base de données. Gus root entities, c'est la même chose, c'est use federation root with reset, juste pour accéder à la route. Donc mon programme, là j'ai viré deux initializers parce que en fait c'est pas du real code first, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de la démo. J'ouvre mon Gus root entities, je vais lister mes communautés.
hop. Ensuite, je demande à l'utilisateur de choisir une communauté, et puis un code un petit peu sale pour aller chercher ce qu'il a tapé, la community ID, et puis aller regarder le premier candidat dans sa table. Donc on arrive au bout de la démo. Je retrouve mes 8 communautés, donc Talentsoft en 1, Microsoft en 8. Et puis si je tape 1, avec mon filtering on-up, je vais récupérer Play Julien dans la communauté 1 avec son GUID. Si je mets 5, j'ai rien parce que j'avais rien dans ces communautés factices. Et puis la 8, je trouverai Stéphane. Et voilà, donc un petit exemple de comment adresser les fédérations en C#. Et quelles limites tu vois aujourd'hui sur les fédérations Alors ce que je disais tout à l'heure sur le schéma, gérer la mise à jour du schéma, ça va être compliqué, il va falloir le gérer applicativement. Soit je le fais bien et je split mes fédérations, mais du coup j'ai une bonne anticipation qui est difficile d'avoir dans le monde réel, et là c'est bon, tout est répliqué. Soit mon modèle de mon schéma évolue après avoir fait mes shards, et du coup il faut que je les mette à jour séparément, enfin tous en tout cas, en l'occurrence. Alors ça marche assez bien, hein. Quand on lance la mise à jour, il reste disponible parce qu'il y a les réplications qui fonctionnent, etc. Ça tombe pas. Par contre, faut le gérer. Il faut le gérer avec du code. Et là, pour le moment, on n'est pas encore de lib Microsoft qui nous fait le travail. Très bien. Merci Julien. Donc là, on a vu effectivement les possibilités qu'offrait Azure SQL Database. Maintenant, l'alternative, c'est de déployer du SQL Server sur les services d'infrastructure Azure. Je te fais le alors ces possibilités, quelles sont-elles? Déjà, les services d'infrastructure. Alors, on va passer en revue très rapidement un certain nombre de sujets. Donc, vous faire un très bref rappel de ce que sont les services d'infrastructure Azure aujourd'hui. Comment on va provisionner du SQL Server dans Azure, différentes façons de procéder. Comment on va mettre en place un certain niveau de scalabilité. Donc là, en l'occurrence, nous, on n'a pas sur SQL Server en IaaS, il n'y a pas la notion de fédération, mais par contre, on peut faire du scale-up, par exemple. Et puis, on peut aussi faire la scalabilité via l'adjonction de disques, voire l'utilisation de Xstore intégration. Les performances. Alors là, pour le coup, depuis le lancement du IaaS, on a beaucoup de choses qui sont autour de SQL Server déployés dans Azure. Et donc, pour arriver à un niveau de performance satisfaisant, il y a du tuning à faire sur SQL Server. Il ne suffit pas, entre guillemets, de monter la VM à partir de la galerie Microsoft. Enfin, je reviendrai sur les caractéristiques et sur la façon de s'y prendre pour obtenir le meilleur de la performance sur SQL Server dans Azure. Et puis la haute disponibilité, comment on l'adresse également. Puisque là, pour le coup, on est obligé de l'implémenter soi-même, puisqu'il n'y a pas un service hautement disponible, clé en main, proposé comme les Azure SQL Database. Donc les services d'infrastructure Azure, ce sont des services d'infrastructure. Donc forcément, il y a des services de stockage. Donc on a des comptes de stockage à très très grande capacité. C'est un stockage distribué, redondé, donc redondé 3 fois, voire géorépliqué. Et puis ce service, il est exposé à travers des protocoles web. Ensuite, il y a tout un ensemble de mécanismes qui permettent de déclarer des réseaux virtuels. Donc, dans le jargon Azure, on parle de VNet. Et ce réseau virtuel, il va nous permettre de définir son espace d'adressage avec ses sous-espaces d'adressage et en fait de remapper complètement une infrastructure qu'on aurait pu déclarer à demeure en définissant des VLAN. Et donc, on va pouvoir isoler une zone dans laquelle on mettra ses contrôleurs de domaine, une zone dans laquelle on mettra ses serveurs SQL, par exemple. Et en plus, on a la possibilité d'étendre son data center avec la mise en place d'un VPN. Et on supporte plusieurs types de VPN, donc Cisco, Juniper, F5. Et donc le portail Azure permet de très rapidement créer une gateway entre un device VPN à demeure et le data center Azure en utilisant des fichiers de configuration prédéfinis par la R&D Microsoft. Enfin, et surtout, c'est la mise à disposition de machines virtuelles. Donc des machines virtuelles qu'on va pouvoir bâtir, enfin qu'on va pouvoir instancier à partir de modèles, des modèles qui sont fournis par la plateforme. Donc on a tout un ensemble de listes d'images, tout un ensemble d'images qui sont proposées par Microsoft, certaines de ces images avec du SQL. Et puis on va pouvoir construire ses propres images. Donc vous, en tant que
clients ou partenaires Microsoft. Vous pouvez repartir des images existantes pour faire les vôtres, vous pouvez uploader des images, enfin on va revoir tout ça. Et associé à ces images, on a la capacité de décider de la taille de la VM qu'on va instancier. Donc on a aujourd'hui un dimensionnement maximisé à 8 cœurs, 56 Go de RAM, et sur ces machines-là, on peut monter jusqu'à 16 Tera de disque. Maintenant, il y a des évolutions assez régulièrement avec des nouveaux types de machines. Et tout ça, c'est hébergé sur du matériel dit de commodité, c'est-à-dire que c'est des séries de serveurs exactement les mêmes, ce qui permet d'arriver à des économies d'échelle intéressantes dans des data centers qui font la taille de 10 Tera. Donc une fois qu'on a ces services d'infrastructure, eh bien, on va pouvoir poser un SQL Server dessus. Donc déjà, se pose la question du support. Donc aujourd'hui, à l'état de l'art, on supporte 2008, 2008 R2 et 2012. Évidemment, quand 2014 sera finalisé, il sera supporté. Aujourd'hui, il est disponible en CTP2 directement depuis la galerie d'images. Et ces machines SQL Server, on va supporter toutes les fonctions SQL Server, à l'exception d'une seule, le failover clustering. Alors sachant que, on aura l'occasion d'en reparler, mais WSFC effectivement propose le failover clustering. Dans Azure, on se contentera entre guillemets du always on. En termes de stockage, donc on a deux possibilités, en tout cas depuis la sortie de SQL 2014. Donc soit on va aller créer des disques et attacher ces disques à des objets blobs du storage, soit on va aller directement créer ces bases de données en les associant à des fichiers qu'on va déclarer dans le stockage. Donc c'est la partie Xtor intégration. Et en fonction de la taille de la VM, on aura plus ou moins de capacité en termes d'association de disques. Donc plus vous aurez une grosse VM, plus vous pourrez mettre de disques sur cette VM. La facturation, elle sera fonction de différents critères. Donc soit c'est facturation à l'usage, parce que vous avez pris une image sur laquelle il y a déjà SQL Server, et donc vous payez la VM plus cher que si vous aviez pris une VM sur laquelle il y a juste Windows. Soit vous avez déjà vos licences SQL, et vous allez provisionner du SQL sur de l'OS, et vous ne paierez que l'OS, et là vous allez faire migrer entre guillemets vos licences vers le cloud. Donc, premier mode de création, on part de la galerie d'images, on aura l'occasion de la voir. Pour le coup, c'est sans doute le moyen le plus rapide d'installer un serveur SQL aujourd'hui. Vous partez d'une image qui est déjà prédéfinie. Et cette image, elle peut se décliner dans les différentes éditions d'SQL Server. Donc vous avez la version entreprise, vous avez l'édition standard et l'édition web. Donc vous payez à l'usage forcément. Vous avez les services de BI qui sont installés par défaut. Donc analysis et reporting. Et puis en termes de stockage, vous allez être dans un premier temps assujetti à la configuration de la VM par défaut. Donc on a un disque C sur lequel il y a l'OS qui fait 127 Go. Les binaires d'installation de SQL Server sont le disque C. Donc ça c'est la version de base de SQL proposée par la galerie d'images. L'autre approche, c'est de provisionner vous-même les machines que vous allez déployer dans Azure. Donc vous avez plusieurs cas de figure. Vous pouvez partir d'un existant que vous avez à demeure, qui est un serveur physique. Donc là, vous avez des logiciels qui font du P2V, CVM par exemple. Vous allez capturer la machine physique, en faire une machine virtuelle. Donc dans Hyper-V, la machine au format fixe VHD, vous la montez directement dans Azure. Et cette machine, soit vous avez l'intention de bâtir plusieurs machines virtuelles à partir de cette image que vous avez constituée à demeure. Et là, vous avez la nécessité de la sysprep, c'est-à-dire la rendre complètement générique. Soit vous voulez juste une instance qui correspond à celle que vous aviez à demeure. Et bon, vous allez juste conserver cette machine qui restera unique. Et vous n'avez pas besoin de la rendre générique. L'autre approche, c'est plutôt que d'uploader dans Cloud, c'est de partir directement du Cloud. Donc là, vous partez d'une image. Vous la configurez, vous l'installez comme vous le souhaitez, et une fois qu'elle correspond à ce que vous en attendez, vous allez la sysprepper si vous voulez la réutiliser. Donc vous allez faire une capture directement depuis le portail Azure pour produire cette image que vous pourrez réutiliser ensuite. Et là, pour le coup, dès lors que c'est vous qui provisionnez l'installation d'SQL, c'est la mobilité des licences qui entre en ligne de jeu. Vous n'êtes pas parti d'une machine dans laquelle il y avait déjà SQL, donc vous n'êtes pas facturé à l'utilisation d'SQL. Donc le dimensionnement des VM existantes, il est là. Aujourd'hui, ça va de extra small, donc ça c'est vraiment pour les développeurs, juste pour faire des tests. Pour du SQL, ça va commencer à être intéressant, sans doute à partir de Medium. Et puis on a rajouté en fait des machines A5, A6, A7, parce que là on doublait de la small à Medium, à la large, à l'extra large, à chaque fois on doublait
les dimensions, que ce soit sur le CPU, la mémoire, les I/O. On a rajouté ces machines pour avoir plus de mémoire. Donc ça, typiquement, pour les scénarios type BI qui sont plus consommateurs de mémoire, on propose des machines plus adaptées. Et donc le scale-up, scale-down qu'on va pouvoir envisager sur ce type d'infrastructure, eh bien, il va s'appuyer à la fois sur un pur redimensionnement de la VM. Donc vous avez une VM, c'est une médium, et vous décidez de la passer en large. Donc vous allez doubler ses caractéristiques en termes de puissance CPU, en termes de mémoire. Et ça, vous pouvez le faire donc directement depuis le portail, vous pouvez le faire en PowerShell. Alors vous verrez avec Azure, le PowerShell devient vraiment incontournable. Donc bon, c'est une procédure qui est amplement documentée. Il faut savoir que si vous redémarrez, vous changez le dimensionnement d'une VM, elle va être redéployée. Et donc si elle est redéployée, potentiellement elle peut perdre son adresse IP. Donc ça c'est un point à prendre en considération suivant la façon dont vous utilisez cette VM. Et enfin, le Xtor intégration dont j'ai déjà parlé, il va vous permettre donc potentiellement d'aller au-delà de la limite des disques associés à la taille de la VM, puisque rien ne vous empêchera de créer autant de bases que vous voulez dans du stockage Azure sans avoir besoin d'exposer en préalable ce stockage sous forme de disque attaché. Donc on étend un peu le champ des possibles avec le Xtor intégration. Donc là on a parlé scalabilité, alors en scale-up encore une fois, pas en scale-out. Ensuite, comment ça va se passer en termes de performance? Donc comme je l'ai dit, le stockage Azure, c'est un stockage distribué qui est réparti sur de multiples serveurs qui hébergent des disques. Et donc ça veut dire que chaque fois que vous faites une requête sur du stockage Azure, vous avez une requête qui part à travers un protocole HTTP. Donc forcément, ne vous attendez pas à avoir les mêmes performances que vous auriez avec un système à demeure, avec un SQL Server qui va travailler sur une bête de disque ou sur une solution de NAS extrêmement optimisée. Donc là, pour le coup, vous avez vraiment intérêt à tuner très, très finement votre serveur SQL. Donc ce travail de réflexion sur comment optimiser une configuration SQL dans l'IaaS, fort heureusement, il a été fait en amont par la R&D Microsoft, donc il a abouti à un certain nombre de conclusions. Donc notamment l'endroit où vous allez localiser les fichiers. Bon, alors vous verrez quand vous montez une VM Azure, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous avez une partie vous avez plusieurs disques qui sont visibles par défaut. Donc il y a le disque OS, il y a un disque temporaire. Le disque temporaire est extrêmement rapide, mais comme son nom l'indique, il est temporaire. Donc n'allez pas mettre, même vos fichiers temporaires, votre TempDB, évitez de le mettre sur le disque temporaire. Ensuite, vous allez vous retrouver vraisemblablement avec un serveur SQL, il y aura peut-être plusieurs bases de données. Donc la bonne pratique consiste à avoir un disque de données par base de données. Pourquoi? Parce que le disque lui-même, il est associé à ce qu'on appelle un blob dans le stockage Azure. Et le blob, il a un nombre d'IO qui est limité et une bande passante qui est limitée. Donc c'est 500 IO par seconde sur un blob, 60 mégaoctets pour la bande passante. Donc forcément, si vous avez plusieurs bases de données, vous avez tout intérêt à avoir plusieurs blobs et donc plusieurs disques. Vous pouvez également optimiser en jouant sur du file stripping, mais au niveau SQL, pas au niveau OS. Et puis vous avez tout intérêt à ne pas installer les binaires SQL sur le même disque que le disque OS et eux aussi les mettre dans un disque partagé, enfin un disque attaché, pardon. La notion de cache, donc chaque fois que vous accédez au stockage, vous définissez chaque fois que vous allez ajouter un disque, le disque que vous créez, vous définissez ses paramètres de cache. Donc par défaut, vous avez du read-write, du read-only ou pas de cache du tout. Pour l'OS, pour le coup, vous êtes plutôt en read-write, alors que sur un disque de données, vous n'allez pas forcément utiliser du cache sur SQL. Donc lorsque vous créez ce disque, il faut vraiment savoir ce que vous allez faire de l'usage de ce disque. Bon, si c'est un accès en lecture seul, peut-être que vous avez intérêt à mettre ce cache en read-only. Il y a des effets de warm-up, c'est-à-dire que lorsque vous faites l'association sur un disque et que vous commencez à utiliser la base, vous avez un temps de préchauffe, on va dire, sur lequel vous pouvez espérer une forte amélioration dans l'usage. Donc faut pas définir des résultats de tests de performance avant d'avoir vraiment joué avec la base que vous avez attachée. Vous pouvez jouer sur la compression de données, ensuite ça dépend évidemment, il faut pas tomber dans l'excès inverse et avoir plus de CPU qui est consommé. J'ai déjà parlé du Xtor. Ah oui, le Xtor, d'après Igor Paglia, qui est l'auteur de ce document,
il anticipe 20% de performance, de gain de performance en passant par le Xstore quand on déploie du SQL Server en IaaS. Le fait de ne pas avoir besoin de passer par les disques, il pense que ça donnera plus de performance et il s'appuie sur des tests qu'il a pu faire de son côté. Enfin voilà, le document est vraiment très complet. Il cache rien du tout. C'est en totale transparence. Voilà comment on optimise les performances aujourd'hui sur SQL Server en IaaS. Alors au-delà de ce guide, bon, c'est intéressant, on a un guide. Déjà, il faut prendre le temps de le lire. Il faut au moins 50 pages. Il faut le temps de le comprendre aussi. Et ensuite, il faut mettre en application le guide et ça prend du temps. Donc on en a parlé ce matin. Fort de notre expérience accumulée sur les architectures de référence type Fast Track, donc ce qu'on a fait pour le SQL Server embarqué à demeure, et qui a fait l'objet aussi d'appliance de la part de nos partenaires constructeurs, on a produit des images qui vont être générées de façon optimisée. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer une image SQL Server de base, entre guillemets, elle ne sera pas forcément optimale. Par contre, quand on va créer une image SQL Server DW, Data Warehousing, elle respectera un certain nombre de bonnes pratiques en termes d'initialisation de SQL, en termes de nombre de disques, ainsi de suite. Donc on le propose nativement dans la galerie. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Et excuse-moi, juste. Donc on le propose nativement dans la galerie, mais alors quand on les instancie depuis la galerie, il reste un certain nombre d'opérations manuelles à faire. Donc si vous allez créer une asset, vous serez dans l'obligation de vous-même d'aller attacher les 8 disques correspondants ou les 16 disques, ce qui peut être un peu fastidieux. Et vous avez une alternative qui va consister en fait à lancer un script qui fait le travail à votre place. Donc il y a beaucoup de scripts qui sont disponibles sur la galerie technet microsoft.com et aussi dans GitHub. Donc l'idée, c'est je lance mon script, je lui donne les paramètres et il me monte une config optimisée Data Warehouse. Donc Igor Paglia, c'est son blog, explique l'intérêt de faire ce type d'approche pour monter du SQL Server en IaaS. Et donc lorsqu'on monte une image, elle va être donc déployée, et une fois qu'elle est déployée, il y a un post-traitement à faire sur l'image. Post-traitement qui apparaît dans le slide suivant, donc on va regarder un peu à quoi ça correspond. En fait, la VM est montée et il y a un task scheduler qui va se déclencher une fois que les disques auront été attachés. Donc dans le cas où on doit le faire manuellement, forcément ça prend le temps de le faire. Et donc comme il y a 2 étapes entre guillemets dans la procédure de configuration SQL, ça a été la solution qui a été retenue pour faire en sorte que ces 2 étapes soient bien respectées. Donc je vous propose de jeter un œil là-dessus. Premièrement, donc vous avez effectivement dans le portail ici la possibilité de créer ces nouveaux types de machines à partir de la galerie. Donc il y a une catégorisation des types d'images qu'on propose par défaut. Donc dans SQL Server ici, vous avez aussi bien la version CTP2 évaluation que la version évaluation for data warehousing. Donc vous avez la version aussi SQL 2012 SP1 qui elle est disponible, supportée et finalisée. Lorsque vous renseignez les informations, vous êtes exactement comme pour créer une image, vous êtes exactement comme dans un mode de création de machine virtuelle classique, c'est-à-dire qu'on vous demande le nom de la machine. On vous demande un nom d'utilisateur. On vous demande de choisir la taille. Vous voyez qu'il y a les différentes tailles annoncées. Si vous regardez un peu les scripts de génération automatique, vous allez voir qu'il y a des gens qui doivent, chez Microsoft, qui font des tests sur des tailles qui n'apparaissent pas dans le portail. Donc c'est une indication intéressante également. Je ne sais plus ce que j'ai mis comme mot de passe, plutôt dans celui-ci. Y arriver. Exclamation. De toute façon. Voilà, ça c'est un mot de passe comme je les aime. Donc vous allez créer ce qu'on appelle un service de cloud computing.
Donc ça, c'est la façon dont sera exposée votre machine ou vos machines quand elle sera requêtée à travers Internet. Donc il faut qu'il y ait une adresse publique, un nom DNS public, et vous allez décider de l'endroit où vous allez déployer cette machine. Est-ce que c'est en Europe de l'Ouest, en Europe du Nord, aux États-Unis? Vous avez des niveaux de granularité plus fines pour la localisation. Donc vous pouvez créer ce qu'on appelle des groupes d'affinités, et vous pouvez créer des réseaux virtuels. Donc là, je peux me contenter de la monter en Europe de l'Ouest. Et puis vous allez décider d'utiliser tel ou tel compte de stockage pour créer cette machine, ainsi de suite. Donc ça, c'est une façon de procéder. Il y a une autre façon de procéder qui est, eh bien, je vais lancer directement un script PowerShell. Celui-là même que... Alors attendez, j'en ai plusieurs qui traînent. Hop, c'est celui-ci. Celui-là même que je vous montrais dans le slide. Donc j'utilise cette fonction new Azure SQL DWIS VM.ps1 et je me contente de lui passer mes paramètres. D'accord? Paramètres que j'ai pris soin d'initialiser en amont. Donc c'est extrêmement court. Donc ce script, alors je l'ai lancé juste avant de venir parce que j'aime bien prendre des petits risques. Voilà, j'ai lancé à 16h35, sachant que ça prend à peu près 10 minutes, un quart d'heure de monter la VM. Vous focalisez pas sur le message rouge, là c'est juste que le fait de lancer le script PowerShell dans l'éditeur visuel indique, n'est pas supporté par le mécanisme de trace. Mais sinon ça s'est bien passé, il a fait l'association. Alors quand on lance cette création de VM, donc que j'ai appelé A7DWSQLVM, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la chose suivante, c'est que forcément, il y a une VM qui est montée. Donc avec un horaire d'affichage, vous voyez, je l'ai créé vers un peu avant 16h30, ça correspond. Donc on voit le nombre de cœurs. Donc j'ai consommé 8 cœurs. Et on voit les disques qui ont été attachés. Donc cette association avec des disques de données, c'est pas moi qui l'ai fait manuellement, j'aurais trouvé ça très fastidieux. Comme je vous le disais, il faut jouer sur le cache. Donc j'ai un cache qui est en lecture-écriture sur l'OS et qui est juste qui n'est pas activé pour la partie data disk. Et donc j'ai la possibilité de me connecter sur cette machine virtuelle. Mais entre-temps, je pense que ma connexion est partie. Hop, je vais devoir me reconnecter. Donc on voit la requête qui se fait sur le cloud service, sur un port. Alors pourquoi sur ce port-là? Je vais vous montrer. Donc, pendant qu'il continue de se charger, je vais aller sur la partie configuration ici. Ok. Donc on a la partie configuration, on retrouve les dimensions de sa machine, on le laisse s'afficher. Et on a les points de terminaison ici. On voit la connexion RDP sur tel ou tel port. Et on a la possibilité d'ajouter des ports. Alors je vais parler après du Always-On. On a la possibilité d'ajouter des points de terminaison sur un jeu d'équilibrage de charge. Et également des points de direct server return. Bref, pendant ce temps-là, je pense qu'elle est arrivée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'afficher là? Je suis en train d'afficher ce qu'il y avait dans mon task scheduler. Donc, comme je vous le disais, le mécanisme qui a été choisi par la R&D pour garantir que vous aviez fait l'association de vos disques, ça a été de positionner cette tâche de configuration de l'image qui va se déclencher sur deux triggers, donc au démarrage. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Alors au-delà de la partie qui bootstrap des aspects purement licensing apparemment, vous avez l'exécution ici d'un script PowerShell
Et donc ce script PowerShell qui est dans la partie, le sous-répertoire Microsoft Server Data Warehouse IaaS, donc il est spécifique. C'est un bon script. Voilà, on est dans les 2000, 2400, 2200, enfin bon, lignes. Qu'est-ce qu'il fait de beau? Le main script, il appelle surtout une procédure qui va faire la configuration complète du système. Et cette procédure, c'est celle-ci, config de DW IaaS Data Warehouse IaaS VM. Et donc elle va positionner des clés de registre, elle va initialiser, monter les disques. Alors c'est bien d'utiliser le storage pool aussi pour associer les disques, pour optimiser les performances. Elle va faire la configuration sur SQL Server en local. Elle va faire des initialisations particulières. Bref, donc tout un ensemble de manipulations qui sont intéressantes en soi d'ailleurs, que vous pourrez, parce que là pour le coup c'est du code qui est purement lié à l'optimisation SQL, donc que je vous invite à regarder. Donc merci Julien. Les deux approches sont totalement envisageables. Soit la galerie, soit le script PowerShell. Le script PowerShell a le mérite de faire l'association directement avec le nombre de disques. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Il y a un fichier de configuration XML qui décrit les différentes configurations possibles, et c'est sur la base de ce fichier XML qui fait une association en disant bah tiens, c'est tel type de machine, c'est une A7, je vais mettre 8 disques. Et donc ça, vous pouvez le changer éventuellement. Enfin, vous ne pourrez pas aller au-delà du dimensionnement accepté par Microsoft. Donc on a parlé de performance, et de scalabilité, reste la haute disponibilité. Alors, haute disponibilité de SQL Server dans Azure, bon, ça peut être par du simple log shipping avec les journaux de transaction, ça peut être du mirroring. Donc avec soit du mirroring synchrone si vous êtes en standard, soit synchrone ou asynchrone si vous êtes en entreprise. Et puis support de Always On. Alors Always On, pour mettre en œuvre du Always On dans Azure, il faut nécessairement avoir du Windows Server 2012 avec un fixe sur Windows Server 2012. Parce qu'il y a une DLL qui est associée au service WSFC, Windows Server Failover Clustering, qui s'appelle clustrun.dll. Cette DLL, il a fallu la changer parce que lorsque vous allez configurer Always On, pour ceux qui l'ont déjà fait, il y a une notion de listener à mettre en œuvre qui fait de la redirection automatique. Et ce listener, en fait, il va être exposé par une adresse publique virtuelle IP, une IP publique virtuelle, celle qui va être configurée au niveau du load balancer Azure. Et donc, il faut que le listener et le WSFC soient capables de gérer les requêtes de probing qui envoient le load balancer Azure. En fait. Load balancer, il vérifie si les services répondent bien. Donc il envoie ce qu'on appelle des custom probes. Et donc il y a une configuration spécifique à faire au niveau du WSFC pour que ça marche. Enfin, en tout cas, il faut le mettre à jour. Il y a d'autres petites difficultés sur la configuration WSFC, notamment sur le fait que sur une machine virtuelle, vous n'avez qu'une adresse IP. Donc quand vous voulez configurer votre cluster, vous êtes un peu embêté. Donc en fait, il y a une adresse IP provisoire à mettre. Donc la configuration, comme elle n'est pas simple, elle est scriptée. Il y a un script PowerShell qui vous explique, qui vous fait cette configuration. Donc cette partie-là, je l'ai testée, ça fonctionne. Alors pourquoi faire du Always On? Bon, effectivement, il y a la haute disponibilité, mais il y a aussi le fait que dans ce scénario purement Azure, vous pouvez très bien avoir un réplica secondaire sur lequel vous allez faire du reporting. Et donc vous allez décharger pour d'autant le serveur primaire. Vous pourrez faire votre backup directement sur le réplica secondaire. Il y a également une petite limitation qui est liée au fait que vous ne pouvez avoir qu'un seul listener dans ce type de configuration. Et donc vous serez amené à configurer les endpoints qui exposent vos services avec la notion de Direct Server Return. Donc c'est une nouveauté qui est disponible, qu'on peut faire directement depuis le portail. Avant, on pouvait le faire qu'en PowerShell. Maintenant, vous pouvez configurer directement un endpoint en load balancing en lui indiquant Direct Service Return. Ça veut dire qu'il ne va pas, dès lors que la connexion aura été établie, il ne repassera pas forcément par load balancer pour contacter directement les machines. Donc tout ça, c'est documenté. Il y a des tutoriaux pour le faire de façon manuelle. Il y a également des scripts. Alors les scripts, donc je les ai listés. J'en ai testé certains. Il y a quand même, chaque fois que j'ai été amené à utiliser un script, il a fallu que je fasse des retouches de ci, de là.
L'environnement sur lequel vous allez exécuter ces scripts, il peut avoir une incidence également, parce que ces scripts, en fait, vous allez utiliser ce qu'on appelle une technologie qui s'appelle WinRM, que Microsoft a mis à disposition il y a un certain temps maintenant. Et pour utiliser WinRM, WinRM va vous permettre d'exécuter des commandes à distance sur une machine et de propager vos éléments d'authentification sur cette machine de sorte qu'elle puisse exécuter des opérations sur une autre machine en tant que vous-même. C'est ce qu'on appelle du multi-hop. Et donc, pour arriver à faire ça, il faut modifier un peu votre environnement local. C'est-à-dire que le poste client qui lance ces scripts, il doit avoir configuré WinRM de telle sorte que ça se passe bien. Plus quelques clés dans la base de registre. Mais enfin bon, une fois qu'on a cet environnement de départ, on peut lancer tous ces scripts. Enfin, pas tous, hein, il faut choisir son camp. Alors personnellement, je suis parti de cette configuration-là et j'ai fait mes modifications au fur et à mesure. Alors, j'arrivais presque au bout. Il me reste encore une ou deux choses à faire. Là, cette configuration-là sur GitHub, elle vous montre un site SharePoint dans différentes topologies. Donc SharePoint avec un backend SQL. Donc soit vous êtes en single instance, soit vous partez en highly available. Et pour le coup, là, vous avez redondance des machines et il est supposé vous monter un LWASN. Dans les faits, il ne va pas jusqu'au bout, il ne va pas jusqu'à créer le listener. Donc c'est à vous de compléter en vous appuyant sur soit en le faisant à la main, soit en vous appuyant sur les scripts existants. Et dernier point, donc mettre en œuvre un LWASN, c'est quand même nettement plus d'effort que de s'appuyer directement sur le service Azure SQL Database que nous a montré Julien tout à l'heure. Donc une fois qu'on en arrive là, quelle solution choisir et sur quels critères? Donc il y a plusieurs critères de choix. Donc notamment, on a parlé de gestion opérationnelle, enfin on n'en a pas parlé beaucoup, mais le fait que ça marche clé en main, c'est un gros avantage. Là pour le coup, on a ce service de disponibilité sans avoir besoin de l'implémenter. Donc voilà un gros avantage de la base. Oui, tout à fait. Julien, tu peux switcher? Ah pardon, j'avais pas compris, je croyais que tu continuais dessus. Et donc, il y a la taille de la base. Alors ça, on n'en a pas parlé. Azure SQL Database, c'est 150 Go max aujourd'hui. Donc évidemment, si vous avez des grosses bases de données, il y a une solution, c'est le sharding, enfin c'est la fédération. En termes de la scalabilité, donc on a vu qu'Azure SQL Database propose des choses très intéressantes en termes de scale-out. En termes de scale-up, pour l'instant, c'est ce qu'on voit arriver avec la partie premium. SQL Server en IaaS, on se dit que potentiellement, aujourd'hui, tant que le premium n'est pas là, je peux monter sur des machines de taille plus imposante, en tout cas en dédié, là où Azure SQL Database était mutualisé. En termes de performance, alors j'ai pas vu si, il y a quelques blogueurs qui sont lancés dans des évaluations. C'est pareil, je dirais que théoriquement, on est en droit d'espérer sur SQL Server IaaS d'arriver à des performances supplémentaires, mais d'un autre côté, le service Azure SQL Database, il est plugué sur une architecture dédiée qui peut optimiser la perf. Donc, c'est pas certain. Surtout avec le premium, je pense qu'on va monter aussi en premium, et donc ce critère-là, il risque de plus être un critère. Le critère de coût peut jouer aujourd'hui. Clairement, alors si je ne prends pas en considération Premium, il n'y a pas photo, Azure SQL Database, c'est beaucoup plus intéressant. Je pense que Julien n'a pas mentionné ce critère parce que c'est lui, il voit sous l'angle technique, mais ça a dû certainement jouer dans la prise de décision. Azure SQL Database, c'est pas cher dans le mode d'usage qui est envisagé. Ensuite, si on veut une garantie de performance, on n'a pas encore les tarifications Premium, mais quand on les aura, on verra si le modèle est toujours aussi intéressant. Je pense qu'il sera toujours plus intéressant parce qu'il y a des économies d'échelle. En termes de disponibilité, on a vu que c'était natif avec Azure SQL Database. On peut arriver à peu près au même niveau de service sur du SQL Server en IaaS avec plus d'efforts. Je pense que voilà les critères. Donc aujourd'hui, souvent les choix se portent sur Azure SQL Database pour les coûts et puis parce qu'on veut l'infrastructure qui marche tout de suite sans investissement, sans avoir besoin même de compétences pour monter une infrastructure un peu complexe au niveau base de données. Le SQL Server IaaS, si vous avez un existant, là, pour le coup, on va le privilégier parce que il suffit de prendre et de faire tourner, virtualiser votre solution. Donc ça va avoir beaucoup d'intérêt. Il y a tout ce que vous a montré Franck sur l'hybride aussi qui va vous prédisposer à prendre du SQL Server IaaS.
Et puis le contrôle total, vous n'êtes pas en mutualisé, c'est votre instance, vous faites ce que vous voulez dessus. Ça également, ça peut faire pas mal de différence. Enfin voilà, voilà la vision éditeur et la vision partenaire client. T'as d'autres critères qui te viennent à l'esprit, Julien? Non, juste nous à l'époque, on n'avait pas encore le IaaS, donc on a été obligé de mettre nos instances on-premise sur Azure et faire la migration. Mais bon, c'était l'occasion de travailler avec Microsoft déjà. Et on n'en a pas parlé, le modèle de base de données, enfin le fait de migrer, il y a quelques petites différences entre un schéma, entre ce qui est possible de faire en SQL Server et ce qui est possible de faire On a perdu les full text index, ce voilà. genre de choses classiques. On s'en est sorti. Très bien, merci à tous. Alors, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Oui. Qu'est-ce qui garantit en fait quand on a une machine virtuelle avec une instance de SQL? Attention. Oui, il ne faut pas être. On a les fichiers en fait sur Oui. on sera vraiment prêt à la machine virtuelle. On sera pas. Au niveau du temps d'accès. Alors, donc la machine virtuelle, vous voulez dire le délai entre la... Oui. Oui. Bah, c'est aussi bien la machine virtuelle que le storage sont hébergés dans le data center. Et donc, il y a une proximité. Évidemment, vous n'allez pas mettre du storage, enfin vous pourriez, mais ce serait complètement aberrant. Ce serait complètement aberrant. C'est un des scénarios qui reste envisageable, mais vous pourriez avoir du storage Azure dans un data center, mettons à Amsterdam, et vous auriez votre serveur, votre VM qui est à Dublin. Et pour le coup, quand vous êtes au sein du même data center, vous avez une proximité de fait et une latence réseau qui est très réduite entre la VM et le stockage, parce que vous avez des tuyaux qui n'ont rien à voir avec... Ça dans Azure, il y a des options dans le data center. Ah oui, bien sûr. Alors, j'ai montré très rapidement tout à l'heure quand j'ai créé la machine virtuelle, j'ai dit je veux qu'elle soit à tel endroit. Alors, ça va plus loin que je veux qu'elle soit dans tel data center. Je peux créer ce qu'on appelle des groupes d'affinités pour regrouper des ressources. Et donc avoir un niveau de proximité supplémentaire, et je peux mettre ma machine dans tel groupe de proximité, donc tel affinity group, donc un groupe d'affinité. Et donc pour le coup, mes machines, elles seront au plus près les unes des autres. Je peux les regrouper aussi dans un réseau local. Et donc il y aura le stockage qui sera au plus près des machines. Ensuite, même si vous êtes prêt, il y a une incidence liée au fait que vous accédez sur un file system par un protocole HTTP. Donc ce qui n'est pas forcément la façon la plus rapide d'accéder à du fichier. Mais d'un point de vue réseau, vous avez quand même des gros tuyaux heureusement, et vous êtes au même endroit. Donc mais il y a quand même des bonnes pratiques à respecter qui sont liées justement à ces limites entre guillemets annoncées en termes de bande passante et d'IO sur le blob storage. Un blob, c'est 500 IO par seconde aujourd'hui en tout cas, et c'est 60 mégaoctets par seconde de bande passante. Donc ça, suivant ce que vous faites, si aujourd'hui vous avez une solution avec un serveur de base de données vraiment extrêmement sollicité, vous avez plutôt une solution avec une machine de guerre qui pilonne une baie de stockage, on aura plus de mal à le transposer en virtualisant et en allant le mettre dans du storage Azure. Mais pour d'autres scénarios, notamment le dev test, là c'est très pratique. Puis bon, il y a des solutions éditeurs aujourd'hui qui partent sur ce type d'infrastructure, avec une limite qui est connue, quoi. On sait jusqu'où on peut aller. Et voilà, donc faut connaître ses limites, c'est important. Bon, ensuite, la solution, elle a besoin vraiment d'être optimisée d'un point de vue performance, encore plus qu'à demeure. Mais c'est documenté. Et donc, le data warehouse, c'est une bonne approche. Dès que vous commencez à voir, parce que data warehouse, on a 16 disques qui peuvent être montés à la volée automatiquement. Bon, ça veut dire qu'on a 16 bases. Bon, c'est déjà un usage significatif d'un serveur de base de données. Donc, ça répond à... C'est peut-être une solution un peu riche dans certains cas. À voir. Mais en tout cas, la version de base, elle n'est pas optimisée. C'est à vous de le faire. La version qui est proposée par défaut dans la galerie, pas la version DW, l'autre. C'est à vous de décider. Vous mettez vos bases de données, à vous de faire les attachements qui vont bien. Et puis Xtor,
Moi j'ai à peine commencé à regarder, j'ai pas fait de test de perf, mais de ce que j'en ai lu, ça devrait aussi offrir un gain en performance significatif. Voilà, ça vous laisse sans voix. Parmi vous, il y en avait qui avaient déjà essayé de déployer du SQL Server dans l'IaaS Azure? Oui, pas forcément. Bon, Christophe, je ne posais pas la question, Patrick non plus. Et dans la salle, il y en a parmi vous, à part Christophe, parce qu'il va me dire, il va relever la main, et Patrick aussi, il y en a qui ont mis en œuvre du Always On sur SQL Server. Ça se passe bien? Et dans Azure? Non, pas encore dans Azure. Bah, il faut essayer dans Azure. Alors répliquer un asynchrone dans Azure, mais avec le serveur qui est à demeure, ou enfin le primaire qui est à demeure, ou le... Bah, c'est un scénario qui est documenté, donc qui doit fonctionner pour ce que j'en ai lu. Alors celui-là, pour le coup, je l'ai pas mis en œuvre. Là, c'est en cloud hybride avec du VPN. Bah oui, enfin il y a une limitation de fait, c'est qu'il va falloir vous monter votre VPN, il va falloir monter un DC à la fois dans Azure, parce que si jamais votre DC ou votre lien VPN tombe, on ne sait jamais, ce sont des choses qui peuvent arriver, bah là vous risquez d'avoir des soucis avec votre réplica. En dehors de ces contraintes, entre guillemets, c'est un scénario qui est supposé marcher, que j'ai pas encore vu, mais qui est documenté. Bah, le listener, comme je disais, il y a la limitation. Alors, c'est pas le fait d'être en asynchrone ou pas, c'est le fait qu'on peut avoir un seul listener. On ne peut pas en déclarer plus. Donc ça, c'est une limitation liée à la configuration WSFC dans Azure. On est obligé de passer par la VIP. Et donc la VIP, c'est l'adresse virtuelle IP qui est exposée par le load balancer. Ah oui, il y a une limitation, c'est que lorsque vous faites des requêtes sur votre cluster Always On, vous ne devez pas être dans le même cloud service. C'est-à-dire que vous allez monter vos... Alors là, c'est limitations de l'utilisation de l'Always On en environnement full Azure. Si vous montez vos serveurs SQL, vous allez monter vos serveurs SQL dans le même cloud service. Mais si vous voulez les requêter en requêtant le cluster Always On, il faut le faire depuis un autre cloud service, qui peut être dans le même VNet. Je sais pas, et ça fait beaucoup de termes, mais je ne me suis pas étendu sur la notion de cloud service. Donc le cloud service, c'est un container logique qui regroupe différents types de ressources, types de machines virtuelles. Et lorsque vous créez un cloud service en mode IaaS, parce que le cloud service à l'origine c'est une notion plus space, vous allez pouvoir avoir dans le même cloud service de multiples machines virtuelles. Et donc si vous voulez requêter, si vous avez une application qui veut tirer parti de votre cluster Always On, elle ne pourra pas être dans le même cloud service. Juste pour, c'est un sujet sur lequel ici vous avez, j'étais sur une VM, donc la partie VM ici qui est représentée par un poste de travail machine virtuelle. Vous avez ici la notion de service de cloud. Et donc ces cloud services, lorsque vous faites un nouveau cloud service depuis la machine, il s'attend presque à ce que vous fassiez du PaaS, mais en IaaS. Ici, j'ai un cloud service, par exemple, sur lequel j'ai un certain nombre d'instances. Et donc, typiquement, bon, là, j'ai regroupé sur le même cloud service 5 instances différentes. Il y a 2 serveurs SQL, il y a un serveur de quorum, il y a 2 contrôleurs de domaine. Et puis, tout ça, c'est associé à un VNet, qui est ici. Dans lequel vous pouvez définir un ou plusieurs DNS, dans lequel vous pouvez configurer vos machines virtuelles. Et donc, toutes ces machines, elles se voient entre elles, à la fois parce qu'elles sont dans le VNet, à la fois parce qu'elles sont dans le même cloud service. Mais si vous voulez tirer parti du cluster Always On qui est monté entre ces 2 machines, vous devez nécessairement être à l'extérieur du cloud service, dans un autre cloud service. C'est effectivement une des limites. Merci de me l'avoir rappelé, parce que j'y pensais pas sur le moment. D'autres questions ?
Alors la fédération, enfin du sharding directement de PDW, non, j'ai pas encore vu ça. Vous avez, alors si vous êtes intéressé par PDW, au MTC, on a une jolie configuration. Moi, je suis pas un spécialiste du sujet, mais je pense que mon petit camarade Laurent Marzouk pourra vous en dire plus ou savoir si on a étendu dans la nouvelle version cette possibilité. Je ne sais pas. Mes petits camarades, ah, vous êtes en train d'échanger sur le sujet. Donc là, plutôt que de vous dire une bêtise, je préfère ne pas prendre parti, mais bon, ça serait pas idiot de le faire en tout cas. Maintenant, je sais pas si c'est. Donc... En tout cas, oui, enfin, pour avoir officié pas mal de temps au MTC, dans la config qu'on avait dans le data center, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de fédération de base de données. Hein. Bon, il y avait une machine avec combien de. Je crois qu'on avait 400 teraoctets de stockage et une dizaine de racks, donc on a une puissance CPU assez invraisemblable, mais il n'y avait pas cette notion de sharding préintégré. Allez, les petits camarades. Avec Bing, hein, vous cherchez, hein, j'espère. Ah bah oui, c'est une solution. Ouais. Ah, alors Smiley. Non, alors je vais décoder le langage de Laurent. Bon, enfin bref, Joker, je ne sais pas. Ouais. Par contre, enfin d'ici demain, je pense qu'on doit pouvoir arriver à localiser un spécialiste PDW. Donc si vous me laissez, ah, Monsieur sait. Ah, d'accord. Mais bon, on peut avoir la réponse d'ici demain, ça, je pense. Enfin, en tout cas, si c'est communicable, ensuite peut-être qu'on. Mais je vois pas pourquoi on éviterait de signaler ce genre de fonctions qui vont arriver prochainement. Bon. Oui. Bon bah. Oui, mais pas aujourd'hui, ça on sait, pas aujourd'hui. Ah. Bon bah voilà, vous avez peut-être levé un lièvre, mais alors je sais pas si on peut vous confirmer ou pas demain. Court terme, qu'est-ce que vous appelez court terme dans l'informatique? C'est toujours une notion très subjective. Bah, laissez-moi vos coordonnées, moi je vais voir si on peut avoir l'info et si elle est communicable, je vous la communiquerai. Il y a d'autres questions? Bon, bah merci beaucoup pour votre attention. Puis alors n'hésitez pas à utiliser Azure. Hein.